quoi. Vraiment, le message, c'est vraiment, ah, le médiéval, ils étaient plus réactionnaires que nous. Moi, j'avoue, oui, j'aime pas les films de woke. Je préfère aller voir des films de républicains de 93 ans. Puisqu'on peut parler maintenant quand même des vrais films. Donc juré numéro 2, c'est numéro 3, tiens. Juré numéro 2 parce que le 1 je l'ai cassé. Parce que le 1 il est mort. Juré numéro 2, donc c'est le nouveau film dernier. Peut-être, on sait pas. Dernier en date en tout cas. De Clint Eastwood. De Clint Eastwood, donc on rappelle. Alors, USA. Clint Eastwood quand même, voilà. On est là en mode, oui, le papy, etc. C'est le cas. Je rappelle juste un truc pour, je rappelle juste un truc, 93 ans, tout ça, voilà. Il y a 130 ans de cinéma, Clint Eastwood, il est là à 70 ans. Ça fait 70 ans qu'il œuvre, etc. Donc, si vous voulez définir qui a fait le cinéma actuellement, qui a, en plus, voilà, qu'on icône, etc. Qui est le plus présent, c'est Clint Eastwood. C'est Clint Eastwood qui est, je pense... Avec d'autres comme Scorsese et Coppola quand même. Bien sûr, mais c'est quand même celui qui a la plus grosse longévité, hein, vraiment. Transversale en plus, parce qu'il a été acteur, producteur, réalisateur, je crois scénariste aussi, donc c'est vraiment, voilà. Donc voilà, un peu de respect pour lui. Et puis une carrière hyper large, hyper variée. Voilà. Sur plein de genres différents, enfin vraiment. Avec beaucoup de choses. Il a vraiment filmé l'Amérique sur toutes ses formes. Voilà. Et c'est ce qu'il adore faire, c'est filmer l'Amérique et filmer en plus des contradictions. Parce que, on rappelle, du coup, c'est un républicain, mais il aime pas Trump. De quoi? C'est un républicain. Si tous les républicains étaient aussi fins que lui et aussi nuancés, bah, le pays serait peut-être moins dans la merde. Voilà, c'est ça. C'est un peu. J'aime Fillon, mais j'aime pas Marine Le Pen, tu vois. Enfin, même pas Fillon, c'est. J'aime Pécresse, mais j'aime pas Marine Le Pen, quoi. Mais tout ça pour dire, là, on voit Karagob qui demande si c'est plus réac que la mule. Justement, tout ça pour dire que c'est pas parce qu'il est républicain qu'il fait des films réac. Justement, voilà, c'est des films qui sont vraiment nuancés et qui valent le coup et qui c'est des vrais films d'auteur, enfin des vrais films avec une vision, quoi. Il va appuyer sur des contradictions, sur des aspects de se dire, et Juré numéro 2, c'est vraiment dans ce côté-là. Est-ce que l'Amérique c'est parfait? Est-ce que l'Amérique c'est adorable, etc. C'est le système, c'est le meilleur pays du monde, etc. Beaucoup de ces films sont à dire pas trop. American Sniper est quand même la grosse exception parce que c'est quand même... Et encore, et franchement, ce film-là qui est cité pour dire que Clint Eastwood c'est un gros raciste de merde, etc., que tout est acheté, American Sniper, il y a même là, même dans son patriotisme, même dans son militarisme en mode tu remets pas en question pourquoi ils sont au Moyen-Orient, même là, il remet en cause comment tu t'occupes des Marines traumatisés alors que c'est censé être des héros. Tu vois. Sur la fin notamment, enfin, même là, parce que la fin, ce qu'il a coupé du film, c'est qu'il se fait tuer par quelqu'un qui essaie de sauver, etc. C'est dit en texte, mais voilà, c'est pas montré. Mais même là, tu as ce côté, il faut se débrouiller par nous-mêmes alors qu'on nous envoie là-bas, etc. Donc c'est déjà très complexe aussi, quoi. Les deux, je suis d'accord, tu vois. Franchement, là en plus, je suis en train de lire un livre qui parle du cinéma français. Putain, il y a des trucs vraiment bien sales et anti-féministes et tout. Enfin bref, franchement, Clint Eastwood, moi je trouve, faut faire gaffe avec les opinions Twitter. Bon, déjà les opinions Twitter sur le cinéma, faut faire gaffe. Audrey Diwan, tout le monde dit, franchement. Audrey Diwan, tout le monde est là en mode oui, basé, etc. Bon, c'est quand même une meuf sacrément réac, même dans les films qu'elle fait, enfin, même. Non, pas l'événement non plus. Pas l'événement non plus, mais dans les films en tout cas qu'elle scénarise, même typiquement L'amour ouf, etc. C'est pas non plus des films de gauchistes, tu vois. Oui. Mais Mystic River, et même, je crois que c'est la première réalisation de Clint Eastwood, c'est L'homme de haute plaine. Alors, L'homme de haute plaine, bon, après, tu peux dire que oui, il avait 70 ans, je sais pas, il avait quoi, 30 ans à l'époque. Mais son premier film, c'est un immense brûlot. Où globalement il enterre la western, il enterre les fondements de l'Amérique en mode mais c'est basé sur de la merde, sur il n'y a pas de morale, sur un pays qui se fonde sur la morale. Voilà quoi. Et là typiquement, juré numéro 2, du coup on peut faire le petit pitch maintenant. C'est l'histoire donc du coup de comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Du coup, joué par Nicolas Hoult, excellent acteur. Et encore une fois, Justin Kemp, tout à fait. Qui est, c'est pas l'homme de plaine. Bon, c'est un de ses premiers, l'homme de plaine. Mais Justin Kemp, du coup, qui
prochainement père de famille, qui voilà, qui est appelé pour son jury duty, c'est un truc qui se passe aux États-Unis, qui est en fait, tout le monde peut être appelé au hasard pour être potentiellement juré dans le cadre d'une affaire. Il se trouve que là, c'est une affaire qui est assez spéciale parce que c'est une affaire d'un homicide volontaire ou involontaire d'un homme sur sa femme. À savoir qu'il avait, voilà, l'homme qui est joué du coup par par Gabriel Rousseau, qui qui est là et qui il y a pas ça en France. Je crois qu'il y a ça en France, mais là c'est vraiment un truc très particulier, enfin qui est beaucoup dans pas mal de films, pas mal vu. J'ai vu, il y a un épisode de Malcolm dessus. Enfin voilà. Et c'est vraiment un truc très droit, quoi, dans tous les sens du terme. Et là, il se trouve que cette affaire-là, c'est une affaire potentiellement d'homicide, sauf que Justin Camp se dit, putain, attends, le 25. Il commence à remettre pendant le procès, hein, c'est-à-dire qu'il commence, enfin, il sait qu'il a rien, il pense avoir rien à se reprocher. Et quand il y a les faits, l'avocat de la défense et les plaidoyers des avocats de l'attaque et de la défense, il commence à connecter les points et en mode oh merde. C'est potentiellement moi qui l'ai fait. C'est-à-dire qu'en fait, lui, il a les souvenirs à un moment. Il était dans un bar parce que c'est un ancien alcoolique. C'est aussi pareil, un gros point dans le film. Ouais. C'est que c'est un ancien alcoolique. À un moment, il est allé dans un bar, il a commandé un verre. Au final, il l'a pas bu, il est reparti. Et derrière, il va en voiture. Il pense avoir percuté un cerf avec sa voiture. Et il se dit ah merde. Bon, il regarde, il va voir, etc. Il voit rien, il repart. Et derrière, il se dit merde. Peut-être c'était pas un cerf en fait. Et un an après, voilà, mais c'est même pas qui. Là, comment tu le résumes, on pourrait croire que c'est, on sait pas. Si le film te dit, film clairement après, c'est lui qui a buté la meuf. Ouais, le film te le dit vraiment. Ouais, au bout de 30 minutes, tu te dis putain, c'est ça. C'est pas possible que ce soit autre chose parce qu'en fait, t'as d'autres témoignages qui arrivent. T'as des témoignages notamment qui affirment que c'est le gars, sauf qu'en fait c'est pas clair, etc. Il y a un côté très 12 hommes en colère où en fait t'as le témoignage d'un type mais qui est vieux, un peu gâteux, qui a plus trop sa vision, qui a regardé de loin et qui se dit oui c'est lui, c'est sûr c'est lui, etc. Donc oui, en fait le côté très homme en colère, c'est que tous les jurés en fait ils ont leur propre biais tout le temps, constamment. T'as même un moment où en fait, tu te dis, c'est le personnage principal, c'est le seul qui ment, qui se voile la face, et du coup, il est jury, donc il est sélectionné dans le jury, du coup, voilà. Et du coup, tu dis, c'est le seul qui ment, et plus le film, continue, et plus tu dis, en fait, les autres aussi sont, ok, ils n'ont pas tué quelqu'un, mais ils sont dans des biais où ils vont ruiner la vie de quelqu'un, en fait. Voilà, c'est ça, sans procès, sans analyser les faits, sans analyser ce qui s'est passé. Le film est un peu construit en 3 parties, donc t'as le procès en première partie avec les faits, ce qui s'est passé, tout ça. Ensuite t'as la deuxième partie, donc c'est la délibération des jurés, avec notamment, en fait, ce qui se passe rapidement, c'est que tout le monde est là en mode oui, il est coupable, c'est sûr qu'il est coupable. Et après t'as quelqu'un, et après t'as le jury numéro 2 qui dit moi je pense qu'il est pas coupable et ça a l'air plus complexe et qui essaye de convaincre progressivement tout le monde. Donc c'est là aussi l'aspect de parce que du coup, il sait qu'il est innocent, le gars. Salut à Ludard. Coucou à Ludard. Il sait qu'il est innocent, le gars. Il y a 10 minutes. Et oui, Ludard, il a dit que tu lui ressemblais. Le mec de Jury 2. Oui. Et pas lui, mais bref. oui, le mec qui tue sa femme. Oui, mais. Il est condamné pour avoir tué sa femme. Et du coup, j'ai perdu. Oui, c'est un film du coup en 3 actes. Non, pas lui, t'inquiète. Bref, tu vas voir. Mais du coup, c'est un film en 3 actes, avec le deuxième acte où il essaye vraiment de convaincre tout le monde. Et progressivement, il y en a qui commencent à chavirer, qui commencent à dire ah c'est vrai, pourquoi pas, tu vois. Et en fait, c'est un film qui est très complexe quand même. Il y a beaucoup d'aspects qui viennent à l'intérieur, etc. Il y a beaucoup de choses qui rentrent en compte dedans. Notamment, par exemple, il y a une des avocates qui est en campagne pour être district attorney, c'est ça, je crois. J'ai pas trop compris pourquoi elle qui est en campagne. Et en fait, l'issue du procès, général, je crois. Voilà, l'issue du procès déterminera si elle est élue ou pas. Et elle plaide coupable pour ce procès-là. Oui. T'as le personnage de J.K. Simmons qui est un ancien flic qui va un peu enquêter de son côté et où on va se dire tiens qu'est-ce qui se passe, etc. Enfin tiens il y a des trucs chelous. Enfin
c'est très complexe quand même comme film. On peut se le dire. Il y a un côté même un peu Rashomon, tu vois, avec ce truc du chacun raconte son histoire, même si c'est très basique, tu vois. Mais en tout cas, dans la multiplicité des points de vue, notamment quand t'as les plaignants, etc. Tu vois rapidement des petits aspects qui coïncident pas, etc. Où tu dis ah tiens voilà. T'as vraiment ce côté-là, ne croyez pas non plus directement tout le monde, tu vois. Mais en fait, le film, il va clairement te poser. En fait, c'est une question aussi de morale. Le film va aussi beaucoup insister sur le bien et le mal et la morale, et comment en fait tout le monde va l'adapter à soi-même et un peu se voiler la face. Notamment, il y en a un qui l'antagoniste, si on peut dire l'antagoniste parmi les jurés, qui est un gars qui est un éducateur populaire. Et qui a décidé dès le début et continuera jusqu'à la fin du film de vouloir mettre le mec à perpétuité parce qu'il sait que c'est un mauvais, parce qu'il fait partie d'un gang. Il a un tatouage d'un gang, etc. Il a connu quelqu'un qui a mal tourné avec un gang. Et, c'est ça pour quasiment plein de persos qui ont leur propre biais. Alors que au début, tu dis oui, il n'y a que la vérité qui compte. Et finalement, même les avocats, même machin, ils disent non. Et finalement, tu te rends compte que tout le monde a quelque chose à perdre, à gagner. Et que c'est quand même assez hypocrite tout ça. Et encore une fois, en plus, tout un aspect presque anti-Amérique, ce qui est un peu... Enfin, tu dis, putain, Clint Eastwood, qui fait un truc anti-américain. C'est pas anti-Amérique, mais c'est anti-système. Il y a des immenses défauts. Voilà. Et que c'est comme ça, quoi. Genre, et typiquement, il y a toute une réflexion sur... Est-ce que si on condamne ce type, ça va pas la ramener, tu vois, ça va pas ramener cette femme qui est morte. Est-ce que... typiquement de dire... imaginez vous êtes de la famille de la fille qui est morte, bon ben voilà, vous voulez que le type aille croupir. Maintenant imaginez vous êtes de la famille du type qui est actuellement en train d'être convaincu de son innocence, qui est convaincu qu'il est innocent, qu'il a pas pu faire ça, etc. Bon bah qu'est-ce que vous pensez là tout de suite? Voilà, c'est ça le truc. Dans tous les cas, ils veulent la justice, ils veulent que l'homme qui a fait ça croupisse en prison, tu vois. Puis il y a toujours ce biais de toute façon, c'est clairement dit dans le film aussi, le biais de t'as la personne en face de toi qui est présentée comme le tueur, tu veux qu'il soit en prison alors que c'est peut-être pas lui. Enfin, en tout cas, dans le film, c'est clairement, il n'y a pas de doute, le mec est innocent, le mec qui est jugé. Il est innocent, c'est pas lui qui a buté. Mais comme il a des passifs, comme il a des tatouages, comme il a l'air d'être dans un couple toxique et tout le monde commence à le déshumaniser, le pointer comme un monstre en mode bon débarras, quoi. Et comme en plus c'est une affaire médiatisée. Même si ça c'est très pas du tout montré dans le film, ça te le dit deux fois en mode là, un truc médiatisé. C'est là un petit peu en. Voilà, comment dire. T'as vite fait des interviews, mais c'est juste pour dire un enjambe, non, il ne peut pas y avoir de non-lieu. Voilà, il faut qu'il y ait un verdict. C'est juste pour qu'il faut qu'il y ait un truc. Et du coup, le personnage principal qui a quand même une morale et qui est, je vais pas dire son parcours, mais globalement, pendant une très grande partie du film, il est très vertueux. Et il va en même temps ne pas abandonner sa femme parce que sinon, c'est posé clairement dans le film, il peut pas s'en sortir en disant la vérité, il va s'en sortir en mode sursis où les gens vont comprendre. Non, s'il se dénonce, c'est 30 piges voire perpétuité. C'est ça le problème, c'est que moi je me suis dit instant, mais il faudrait qu'il aille se dénoncer pour dire. S'il se dénonce, il est foutu. Voilà, en fait, il y a trop d'aspects. Comme il a fait un délit de fuite. Voilà. Comme c'est un hit and run, du coup, un délit de fuite, c'est pas possible pour lui d'aller comme ça. Et comme c'est un ancien alcoolique, ça veut dire que. Voilà, ça veut dire qu'il a bu. Et comme il a commandé un verre, et que même s'il a pas bu, il a quand même commandé un verre, et que tout le monde se souvient qu'il a commandé un verre, etc. C'est circonstances accablantes, etc. Donc en fait, ça joue sur beaucoup de biais, beaucoup d'aspects du système judiciaire américain pour dire c'est baisé quand même, tu vois, genre. C'est baisé, pourquoi? Parce que. Les gens vont avoir le bien en mode c'est un alcoolique, c'est de sa faute, il n'y a pas de nuance, on va pas le croire, c'est une merde. Ce que tu vois d'ailleurs dans les plaidoiries, tu vois, c'est que t'as le moment du coup des plaidoiries, c'est vraiment au bout de 40 minutes de film, on va dire, enfin de la fin du premier tiers. Parce que le film il dure 2 heures à peu près. 1h55. Oui, on parlera du rythme après, mais en tout cas, t'as les plaidoiries et t'as vraiment un camp qui dit l'accusé est innocent et l'autre camp qui dit l'accusé est coupable. Et en fait, c'est presque les mêmes structures de phrases pour les deux, mais pas le même message, tu vois. Enfin, c'est que le film joue beaucoup avec le montage sur ça. Très beau jeu avec le montage, ouais. Tout à fait. Et mais aussi, moi, ce qui m'a un peu étonné, que je m'attendais pas à voir dans ce film, c'est limite d'être en mode le côté. C'est peut-être par mon biais aussi, parce que moi, c'est ce qui me dégoûte le plus avec toutes les affaires de justice, la monstruosité de vouloir la souffrance de quelqu'un alors que ça change rien à ta vie. Ouais.
C'est-à-dire que tu vas voter, oui, le mec perpétuité, et une semaine plus tard, tu étais avec tes gosses à un barbecue ou je sais pas quoi. Oui. Et ça va rien changer à ta vie. Et moi, plus le temps passe, là je parle dans la vraie politiquement, plus le temps passe et plus cette idée-là de vouloir absolument que le mec soit en perpète, que les 10 ans de prison, etc. Alors que ça va qu'une semaine après, tu vas, je sais pas moi, tu vas aller à ton boulot et puis aller à la pharmacie ou je sais pas quoi. Moi, ça me dégoûte de plus en plus. Et ce film expose clairement ça, vraiment. Ce qui fait que des fois, même la femme du personnage principal, elle devient moralement très badante, alors qu'on parle de quelqu'un qui va pouvoir potentiellement être à perpétuité, avoir sa vie ruinée, parce que ça l'a fait stresser d'aller dans des rendez-vous du médecin tout seul, parce que ça prend beaucoup de temps au personnage principal. À un moment, parmi les jurys, t'as une meuf en mode bon bah moi je vais être avec mes enfants, on règle ça et comme ça c'est fait. Oui, c'est ça. En mode, on parle de quelqu'un qui va pas taper perpète, mais comme il a un peu une sale gueule, il a un tatouage, etc. Bon débarras, de toute façon, il a forcément un truc à se reprocher. Et en fait, ce film va vraiment traiter ça. Et je vais pas dire ce qui se passe, mais vers la fin du film, il y a des scènes de vie, je les ai trouvées mais badantes. J'étais en mode, oui. Sachant que tu avais des scènes de vie au tout début du film, mais là, ça va, évidemment, c'est mignon. Mais après, tu as ces scènes de vie là et tu te dis, ah putain, c'est atroce, tu vois. Parce que tu as vu ce côté-là où t'en as un qui a des problèmes et l'autre pas, quoi. En fait, ce que je trouve très très fort, c'est que le début du film, c'est un peu ce côté, ok. Est-ce que la vérité est forcément nécessaire? Est-ce que peut être plus moral de mentir et ne pas connaître la souffrance, etc. Parce que le mec savait pas. Donc, du coup, tu peux pas dire au début du film, c'est un connard. Mais si maintenant que tu sais et que tu fais quand même des choix où tu souffres ton propre cul, est-ce que là, c'est une autre paire de manches? Est-ce qu'une vie vaut plus qu'une autre? C'est ça le truc aussi. Pas tant que ça, mais c'est vraiment le côté en mode maintenant que tu sais et que tu as fait les choix en conséquence, sans assumer les responsabilités derrière. Là, c'est plus là, on est même plus sur les mêmes enjeux moraux en fait. On passe de quelqu'un qui va essayer de sauver la situation en essayant de sauver sa propre vie et ne pas la ruiner parce que il sait pas que lui. C'est avoir un rapport sacrificiel à lui-même, ça serait abandonner sa fille et sa future fille ou son futur fils et sa femme. Mais sauf que vers la fin du film, l'enjeu c'est en mode est-ce que je suis un égoïste qui va trafiquer des trucs, tu vois, qui va mentir, qui va utiliser des preuves, qui va pas dire la vérité, parce que c'est ça le truc, c'est encore une fois, c'est pas c'est pas nécessairement de mentir, c'est de pas dire la vérité, c'est d'enlever en fait, ça fait un que de aspect. jouer sur ça, c'est pareil, les jurys, on parlait du plus gros antagoniste du film, c'est un gars éducateur populaire. Alors qu'au début du jury, il te le montre bien ça, en mode parce qu'au début il y a une présélection, il y a une cinquantaine de personnes et ils en choisissent 12, comme dans 12 hommes en colère. De toute façon, le film dialogue beaucoup avec ce film-là, hein. C'est un peu le même principe. C'est aussi parce que c'est 12 hommes dans chaque jury. Oui, c'est 12 personnes. Et dans 50 personnes. Non, mais je veux dire, même en termes de structure de 1 contre tous, et puis après, ça va plus ou moins se diffuser l'idée. Et tu as 50 personnes qui sont choisies pour être réduits à 12. Et c'est vraiment bien mis en mode, si vous avez des biais qui pourraient faire que vous êtes partial ou partiaux, je sais plus si on accorde, avec le condamné, enfin le jugé, dites-le. Et au début, tu te dis, bon, ok, il n'y a que le protagoniste qui se lève et qui aurait quelque chose qui se rend compte après, sauf que, comme je l'ai dit avant, en fait, il y en a d'autres. Et d'autres n'ont pas dit la vérité. Ils l'ont pas dit pareil. Il y en a un, par exemple, il est ancien flic, et en fait, il le dit pas. Oui, et à un moment, on lui dit, mais pourquoi t'as pas dit ça plus tôt? Il est fait, bon, on m'a pas demandé. Bah oui. Et d'ailleurs, pas trigger warning, mais si vous pensiez, oh, ce film, il y a J.K. Simmons, let's go, je vais le voir, vous allez le voir 10 minutes. Hein. Ouais, il se barre assez vite, globalement. Il se barre assez vite. Il est très très bon là-dedans, mais très fort. C'est même un peu en mode, en fait, on le voit vraiment pas beaucoup, quoi. Genre, donc voilà, c'est limite un personnage tertiaire. Hein. En fait, il est remplacé rapidement par Toni Collette. Il est très très important. Ouais. Il est très très important, mais il va être vite évincé. Et voilà, je trouve qu'en termes de scénario, de ce que ça raconte, et je trouve ça vraiment passionnant, parce que même c'est passionnant à voir. Tout le monde et tous les jurys sont un peu différents. Le rythme qui est super tout du long. Enfin, vraiment, moi je trouve, je m'attendais honnêtement à m'ennuyer. Je m'attendais vraiment à me dire, ça se trouve, ça va être un peu long, etc. Et au final, putain, c'est très très dynamique, c'est super bien fait. Tu t'ennuies pas. Parce que ça avance tout le temps.
Et que le protagoniste, c'est un peu en mode Kaiji, plus le temps passe et plus lui dans la sauce, il est au pied du mur. Il s'enfonce et en même temps. Il veut quand même bien faire. Et aussi, ce qui est trop badant, c'est que des gens le suspectent, mais pas pour les mêmes choses que lui, il a fait. Et voilà, et du coup, il va être au pied du mur. Et puis, sachant que, je vais pas dire quoi, mais le jour de la mort, c'est le jour anniversaire d'un moment très triste pour lui et sa femme. Du coup, ça se fait qu'il n'y avait pas les idées claires. Ouais, donc il y a beaucoup de complexité. C'est très complexe, ouais. C'est très très fort. Et voilà, et ouais, même si pour moi le défaut du film, parce que ça reste un défaut, c'est que en termes de mise en scène, de photographie. Alors, mise en scène, je trouve ça vraiment bien fait. C'est juste illustratif, hein, c'est juste fonctionnel. Hein. Pour moi, c'est un film qui est plat, qui est vraiment plat dans le mauvais sens du terme, tu vois. Il y a des moments vraiment bien très précis, tu vois, et surtout niveau rythme, etc. Ça évidemment, mais il y a des moments vraiment très précis quand il retourne dans le bar. Tout l'aspect qui se remémore de la chose, etc. Quand est-ce qu'il se remémore de la chose, de quoi il se remémore, etc. Après ça, on te parle après. De toute façon, aussi, on n'a pas live hier. Oui. Le temps de voir tous les films. Oui, bien sûr. Oui, c'est vrai, on n'a pas live hier, il est complètement con, lui. Mais du coup, ouais, c'est tout cet aspect-là de comment il met en scène les souvenirs du perso, les souvenirs de tout ce qui se passe, etc. Ça, je trouve ça vraiment bien fait. Tu vois, typiquement aussi, il y a un moment où il retourne. C'est bien découpé, c'est bien monté, mais je dirais pas que c'est bien filmé. Tu vois, je trouve ça purement fonctionnel. Moi, je trouve ça purement illustratif. Je trouve ça vraiment bien fait quand même. Je trouve qu'il n'y a pas trop de signifiance. Et oui, bah, ok. Comment les cadres sont composés, etc. Je me dis, ah putain, il a bien fait les choses. Comment il se rapproche des persos selon les situations, etc. Enfin, c'est quand est-ce qu'il joue sur des gros plans, sur des plans un peu plus d'ensemble, etc. Je trouve juste il y a un défaut immense, vraiment impardonnable, j'ai envie de dire, pour reprendre un titre d'un film de Clint Eastwood en plus. C'est qu'il y a impitoyable, hein. Ouais, bref, pareil. C'est il y a des plans d'ensemble, de transition entre les scènes, sur la ville, etc. C'est des plans stock. Et ça se voit. Pour moi, tout le film a cette image-là. Vraiment, je le trouve purement illustratif, moi. Vraiment, ce plan-là, c'est un plan stock. Quand vous voyez la bande-annonce, vous vous dites peut-être pas ça, mais en fait, quand vous voyez le film, vous voyez qu'il y a un problème au niveau du cachet, que c'est pas du tout la même caméra, etc. Et surtout, après, généralement, vous avez un vrai plan d'ensemble qui a été filmé sur le tournage. Et là, c'est flagrant. C'est que c'est marrant parce que tu dis ça, bah pour moi, tout est au même niveau. Hein. Ah bah moi, je trouve que je l'ai vraiment vu. Parce qu'il y a enfin, c'est quand même assez bien fait, bien étudié. C'est très classique, hein, évidemment. Ça, je suis d'accord avec toi, c'est très classique. Mais pour moi, c'est du classique super bien fait. Et comment il filme en plus... C'est pas mal filmé, hein, c'est pas mal réalisé. Bien sûr, voilà. Vraiment, la photographie, je la trouve bateau, plat, enfin vraiment plat, la mise en scène. Ouais, la photo, ça je suis d'accord. Par contre, c'est bien monté et bien découpé, extrêmement bien écrit, très bien joué, très bien joué. Nicolas Hoult, là-dessus, il y a moyen qu'il ait une nomination quelque part. Hein, alors moi, en second rôle, je te dis, c'est l'avocate de l'attaque là. Toni Collette. Incroyable. Ouais, très fort. Vraiment incroyable. Mais globalement, tout soit Nicolas Hoult, il mérite. D'ailleurs, lui, j'ai l'impression qu'il décolle depuis un petit moment parce qu'il va faire le Robert Eggers là. Ouais, bah, en même temps, il est fort. Le stock-shot à l'ancienne, on ne le connaît pas dans la savane. La savane urbaine, Jérémy. Oui, c'est scolaire, mais bon, franchement, ouais. Par contre, en termes de découpage, comme tu as dit, comment ça met les moments flashback. À un moment, c'est vraiment bien fait, c'est que comment il reconnecte le lien, c'est qu'au début, tu vas avoir l'avocate qui va dire les faits. Du coup, tu as un flashback un peu objectif. Entre guillemets, parce qu'il n'y a pas d'objectivité dans le film. Oui. Et après, tu vas voir le flashback du point de vue de Nicolas Hoult, et après, tu as le gros plan sur lui qui commence à bader, et machin. Et ça marche très bien. Non, franchement, sur ce point-là, c'est ce qui fait que c'est... En termes de mise en scène, il y a ça, quoi. Évidemment, il n'y a pas, tu vois, de plan marquant, il n'y a pas de plan où tu dis, waouh, là, c'est dinguerie, etc. Mais en même temps, c'est pas non plus le but du film, tu vois, et... C'est pour ça aussi. Moi, je trouve... Mais il y a des moments, je trouve les séquences, justement, de flashback de nuit... Je me dis putain, la photo elle est vraiment belle là-dessus. Enfin, je sais pas, je me dis pas beau, c'est pas l'adjectif que je mettrais devant ce film. Non, mais c'est marquant, tu vois, c'est bien fait, c'est très bien fait. C'est quand même le truc qui ressort, c'est que c'est très bien fait. Ce qui est sûr. Alors après, voilà, on dit que c'est hyper bien écrit, etc. C'est un film de fiction et du coup, il y a certains moments. Bon, évidemment, là, t'as une meuf dans le jury, donc c'est censé être des gens normaux. T'as une meuf qui a maté plein
true crime. De true crime. T'as un mec éducateur qui, comme par hasard, connaît des gens du gang dont t'as fait partie l'accusé. T'as une meuf en études de médecine qui fait que elle peut voir un peu corroborer les trucs de médecin légiste. T'as un gars, c'est un ancien flic. T'as une meuf qui est expérimentée dans le jury, donc elle peut bien mettre en truc. Donc il y a un peu ce côté où, bon, ok. Ça fait beaucoup de hasard quand même, ouais. Oui, t'en as un qui sait très bien dessiner, donc il peut redessiner des trucs et les scènes de crime. Et donc t'es en mode, bon, c'est un peu beaucoup de hasard heureux pour que l'enquête marche. Mais bon, si ça permet de faire des discussions qui sont hyper prenantes. Après, moi, c'est peut-être mon biais. Moi, les films de procès, je trouve ça automatiquement passionnant. Ouais. Je sais pas pourquoi ça me passionne. Ça peut être un film médiocre, ça va me passionner. Tu vois, même genre il y a une série qui est ok, qui s'appelle 7 Seconds, une des premières séries Netflix, je crois à l'époque. C'est médiocre, hein, dans le sens c'est 6 sur 10, 5 sur 10, mais je sais pas, je trouve ça passionnant. Ouais, bien sûr. Coucou Ilianas. Non, mais oui, mais bon, il y a ce côté-là, effectivement, où c'est les films de procès de manière générale, c'est un truc assez casse-gueule en vrai. Mais d'ailleurs, c'est un truc, je trouve, on le remarque assez facilement, notamment en France. Putain, il y avait plein de films de procès en vrai, hein, en 2023. Anatomie d'une chute. Bah, comme si. Je me demande pourquoi. C'est pas comme s'il y avait par exemple des gros procès qu'on retrouvait dans le milieu du cinéma qui impliquaient des acteurs du cinéma, qui étaient très médiatisés, qui impliquaient des acteurs du cinéma, mais aussi des réalisateurs, des producteurs peut-être, mais aussi des procès très médiatisés de gens de la vie de tous les jours, enfin des célébrités de la vie de tous les jours évidemment. Et c'est un truc qu'il y avait beaucoup en France avec notamment t'avais Anatomie d'une chute, le procès Goldman, t'avais quoi d'autre? Attends, t'en avais un autre. Dont je me souviens. En France, film français. Ouais, le procès du chien. Bah ça compte, oui. Ouais, ça compte. Enfin, ouais, voilà. J'ai déjà 3 films en très peu de temps, moi je trouve que ça compte. Un procès Goldman et Anatomie d'une chute, qui étaient les deux dans la même édition de Cannes, pour moi. Saint-Omer. Saint-Omer, oui, Saint-Omer qui était très bien. Très âpre, mais très bien. Voilà, Saint-Omer, évidemment. Enfin, t'as ce côté-là. Et... Bah, le fil. Le fil, oui, tout à fait. Et là, j'ai l'impression que ça commence Là, j'ai l'impression que ça commence un peu à atteindre les États-Unis avec notamment Joker 2, Juré numéro 2. Où t'as vraiment, oui, des procès auxquels il vient pas l'accuser pour cause de santé, n'est-ce pas? Victoria Justine-Triet, déjà, qui était sur une avocate. T'avais aussi Enquête sur un scandale d'État. Oui, avec une longue scène de procès aussi à la fin. La jeune fille au bracelet, là, comment ça s'appelle? Ouais. La jeune fille au bracelet. C'était trop bien. T'avais aussi, comment ça s'appelle? Affaire SK1, là. sur Jiménez. Non, l'affaire SK1. L'affaire SK1, c'est pas Jiménez? C'est peut-être Jiménez, hein. L'affaire SK1. Frédéric Tellier, non? C'est pas ça, c'est sur Guy Georges, il me semble. Je confonds. Donc voilà, et j'ai l'impression que ça commence à atteindre les États-Unis. Joker 2, Juré numéro 2, l'affaire de Mutiny Kane, qui est le dernier, comment ça s'appelle, Friedkin. J'ai l'impression que ça commence un peu plus à les atteindre là, et que t'as du coup. Après, pour le coup, les films de procès, il y a dans tout le. Enfin, M le maudit, c'est un film avec un grand parti de procès aussi. Oppenheimer également, c'est vrai. Oui, Oppenheimer, même si c'est un peu la partie en trop du film. Pour moi, c'est la meilleure partie, mais oui. Non, pour moi, c'est une partie quoi du genre. Après, ça, je suis d'accord, ça a toujours existé, mais j'ai l'impression que... Enfin, même Preminger, Autopsie d'un meurtre, le 7ème jury qui en parlait dans le chat, JFK, 12 hommes en colère. 12 hommes en colère, oui, voilà. Donc, en vrai, ça... Et puis, c'est très ricain, parce que c'est la justice aveugle, la morale. Mais bref, voilà, on parle de ça, d'un truc qui a passionné l'Amérique depuis longtemps. Et pour Clint Eastwood, qui serait le réac en chef, bah putain, le mec fait un portrait ultra gris. Et je crois que c'est Jeremy qui disait, putain, ça a l'air angoissant. C'est pas que c'est angoissant, mais c'est pesant moralement. T'es vraiment, ça devient pesant, quoi. Parce qu'en fait, tout pèse sur les épaules tout le temps. Et ce qui est horrible, c'est que le gars qui est vraiment, qui a quasiment rien à se reprocher dans cette affaire, c'est celui qui va peut-être avoir sa vie ruinée à cause de plein de gens qui ont leur nez dans leur propre cul. Les deux gars qui, j'ai envie de dire, qui ont rien fait, en fait, parce que c'est ça le truc, c'est que j'ai envie de dire personne n'a rien fait. Il a buté la meuf, Nicolas Hoult, quoi, sans faire exprès. Bah oui, mais j'ai l'impression que personne n'a rien fait, c'est un peu ça le problème. En fait, et pareil, le film c'est trop, mais ça c'est matrixant dans tous les films de procès. C'est quand on a plein qui ont des convictions très claires au début et que plus le temps passe, et plus on ouladé. Quand on a un, c'est une toute petite scène, hein, mais c'est le témoin oculaire. À un moment, il est persuadé d'avoir aidé la police qui a fait une bonne action, etc. Et à un moment,
je vais pas dire pourquoi, il se remet en question et en un claquement, il est là en mode oh merde, la D. Ouais. Oh non. Oh, est-ce que Aussi j'ai pensé de la merde. aussi parce que la justice américaine est très mise en scène, tout à fait. Il y a des affaires de procès très médiatisées, notamment O.J. Simpson, qui a beaucoup fait basculer l'Amérique, hein, vraiment. Bah, de toute façon, est-ce que... Et des procès racistes, tu vois, évidemment, ça, il y a plein de cas aux États-Unis où tu as des billets racistes, ne serait-ce que les 12 hommes en colère parlent de ça. Donc ouais. Bah, puis même en France, hein, je veux dire, les racistes, c'est pas comme s'il y avait des gens qui représenteraient la loi, qui auraient fait du mal à d'autres personnes de manière illégitime et qui s'en sortent avec rien. Bah, limite, on blâme les victimes. C'est pas comme s'il y avait aussi, par exemple, une personne qui a eu un procès et qui a perdu son procès et qui pourrait se présenter aux élections américaines. Tu vois, c'est peut-être un peu aussi quelque chose qui pourrait se passer. 10 minutes avocat, c'est Spirou. Dieu, I'm so cooked. Et je voulais dire un truc. Avant que... Qu'on dérive autour. Non, ah oui, c'est que le procès aussi, c'est déjà une mise en scène en tant que telle. Je veux dire, c'est très théâtral, t'as le placement des gens, les gens derrière. Je rappelle, Rashomon, c'est quelqu'un qui dessine. Rashomon, c'est pas dans un tribunal, mais c'est un procès, tu vois. C'est ça. Bah, c'est un film de procès, hein. Voilà. Mais c'est pas dans un tribunal, mais c'est un film de procès. Mais du coup, ouais, jury numéro 2, franchement, pour moi, c'est une des surprises de l'année. Ouais. Ok, ça vient d'un grand réal, mais il y a des grands réals qui font des films pas terribles ou qui font des films sympas. Et surtout, là, comme il enchaîne beaucoup Clint Eastwood, tu pourrais penser que en vrai, il enchaîne des films sympas sans plus, etc. Mais que l'ère du grand Clint Eastwood, des grands Torino, $1 Million Baby, etc. est un peu peut-être révolu. Après, c'est peut-être pas un grand film, mais c'est un excellent film quand même. Ouais. Cry Macho, je sais pas, je l'ai pas vu, mais je crois qu'il est sorti quoi en 2021, 2022 ? C'était avant le Covid, je crois, ou juste au tout début, je sais plus. Mais c'était son dernier 2019, je crois, un truc du genre. Attends, 2020... Non, 2022 peut-être ? Je sais plus. Je sais plus. Mais ouais. Et mais ouais, jury numéro 2, franchement, si c'est ça son dernier film, c'est un très beau dernier film. Franchement, et ouais, immense surprise. Pour moi, c'est l'une des surprises de l'année parce que, voilà, comme on a déjà dit, ouais, Grand Réal est pas est égal au bon film. Mais là, vraiment très bon film. Et je m'attendais pas à autant kiffer, enfin, pas fait moi d'ailleurs, on m'attendait pas à autant adorer ça. On trouve ça vraiment hyper bien écrit. Alors peut-être il y a des ficelles un peu grosses. Ouais, il y a des grosses ficelles quand même, mais bon, ça va. C'est pour ça permet de raconter une histoire vraiment hyper complexe, moralement très ambiguë et qui te raconte plein de choses. Voilà quoi. Voilà. Il y a juste un moment où je trouve très rapide. Genre il y a un moment où qui amorce cette troisième partie du film. Je trouve c'est il n'y a pas beaucoup de films où je me dis putain il manque 10 minutes là. Vraiment là d'un coup il y a un revirement un peu. Et ça arrive d'un coup, je suis en mode quoi ? Et il manque un film là, genre. Et là, je suis un peu sorti, même si la fin elle est très bien. Le dernier plan, t'es vraiment en mode Ouais, le dernier plan, enfin, comment ça se finit, c'est ouf. Oui. Tu le sens arriver et tu te dis oh putain. Et en fait, ça se finit sur ça. Et ouf. Oui, tu dis attends, ça se termine comme ça. Et la fin, elle est vraiment en mode oui, la société américaine, elle est fucked. Hein. La justice américaine est fucked. Ah oui, c'est vraiment la D. Et ouais, putain. Il n'y a pas de gagnant, tu vois, presque dans cette histoire-là. De toute façon, il ne peut pas. Mais parce que c'est. Tiens, ce qu'il dit, Zozo le rigolo, c'est très réel. C'est la mise en cause du fait que, notamment, il faut un coupable, même dans ce genre de situation. Aujourd'hui, tout manque de nuances, c'est très binaire. C'est d'ailleurs la grosse inflexion, la grosse tension du film, c'est ça. C'est il faut un coupable. Et du coup, de se dire. C'est une des phrases qui est prononcée là dans la bande-annonce, c'est est-ce que vous avez regardé n'importe quel autre suspect ? Parce que finalement ils ont qu'un seul suspect, ils disent c'est le mari, c'est coulé de source. Ouais, c'est le suspect idéal, tu vois, mais en même temps ouais. Et t'as même parce qu'en fait le procès, ça peut pas refaire un procès ou un non-lieu parce que c'est médiatisé, parce que ça va être clé pour une élection, et du coup rien que ça, ça fait qu'ils sont au dos du mur, ils doivent rendre un verdict, mais le verdict il n'y a pas tout, mais du coup ils peuvent pas non plus rendre l'enquête, et comme on parlait tout avant, c'est aussi tout ce qui est biais de confirmation, refus de rédemption, monstruosité banale de voir quelqu'un d'autre ruiner sa vie parce qu'il faut qu'il paye œil pour œil, dent pour dent, tu vois, cette morale de merde. Ouais. Et voilà quoi. Et encore, le film parle purement de morale, hein, c'est pas un film qui est très. C'est là où il y a le côté un peu républicain de Eastwood, c'est qu'il va pas te parler matériellement des conditions d'existence, de social très fort. Il va te parler purement de biais, de subjectivité et de morale. Mais rien que là, il te dresse un portrait vraiment fort. Alors en plus, quand il y a tout l'aspect
social derrière, bah, c'est pas équitable, quoi. Mais ça, il le dresse pas du tout. Il te parle purement de morale, mais rien que là-dedans, c'est très fort. Après, t'as des aspects sociaux aussi qui sont, notamment très rapidement. Mais c'est rapide, ouais, c'est vrai, c'est sûr. Mais après, en fait, c'est surtout que c'est un portrait aussi de l'Américain parfait face à un système imparfait, tu vois, et où il a rien à se reprocher, et du coup, il faut blâmer quelque chose, etc. Enfin, c'est. Moi, ce que je trouve vraiment fort, c'est d'avoir mis des propos. Enfin, vraiment, genre, vraiment, la meuf enceinte, en plus, qui est jouée par une. Je sais pas par qui elle est jouée, mais c'est Zoé Dutch qui est pas. Tu sais, elle a une DA petite princesse, tu vois. Oui, oui. Genre, elle est toute mignonne et tout. Et comment. Ce qui est dit à un moment en mode, bah, vas-y, déclare le coupable, vite, on s'en fout, quoi. Genre, j'ai pas envie d'être tout seul au médecin. Il y a ce côté où, tu vois, dans la bouche de ce personnage-là, faire un truc qui est moralement, je trouve, dégueulasse. Quand il pense, tu vois, moi je trouve c'est fort, vraiment, c'est très très fort. Très très fort. Et le film est excellent, vraiment excellent. Immense surprise. Pour moi, c'est le film de la semaine. Immense. Ouais, pareil. Et pourtant,